Nous allons pour le moment euh, revoir ce qu'on a vu concernant les analyses du macro-environnement. On a dit qu'il y avait trois outils que nous avons décidé d'utiliser pour effectuer les analyses dans le macro-environnement. Il y a plusieurs outils, mais dans le cadre de ce cours, j'ai choisi d'utiliser seulement trois outils. Et ces outils sont les suivants. L'analyse PEST, l'analyse STIP et l'analyse TEPA. Comme vous pouvez le voir ici, et je l'ai dit dans la partie que j'ai présentée avant, euh, ces termes sont seulement les acronymes et qui représentent quelque chose. Et chaque lettre ici représente une dimension qu'on va analyser. L'épée, par exemple, représente les facteurs politiques. Donc, nous devrons analyser la dimension politique du pays où nous voulons faire les affaires, du pays où nous exerçons le pouvoir, et ainsi de suite. Le E représente les facteurs économiques ou la dimension économique. Le S représente les facteurs des sociétés ou sociologiques ou les facteurs sociaux. Et le T représente les facteurs technologiques ou la dimension technologique. Il en est ainsi des autres aussi. Vous allez voir que si on a quatre lettres là-bas, on a cinq lettres ici. C'est-à-dire que à ces quatre dimensions, on ajoute ici, dans ce type, une cinquième dimension, qui est la dimension écologique ou les facteurs écologiques. Là-bas, nous avons les steeple here. Ici, excusez-moi, nous avons sept lettres au lieu de cinq ici. Donc, à ces cinq dimensions ici, nous ajoutons deux autres dimensions. Le L pour la dimension légale ou juridique, le E pour la dimension éthique. Tous ces outils nous aident à évaluer l'environnement externe de l'entreprise euh, et ils nous aident à atteindre le même objectif, mais choisir une, une analyse ou un outil au lieu d'un autre dépend de ce qu'on veut connaître. Si nous voulons connaître la dimension politique, économique, sociale et technologique pour notre projet, notre entreprise, nous allons nous arrêter à l'analyse PEST. Mais si nous voulons aussi voir l'implication dans le domaine environnemental, nous allons utiliser l'analyse STIP. Alors, si nous voulons aussi voir les implications légales et éthiques, nous allons à la dernière analyse qui est STEPA. Analyse du macro-environnement peut être utilisée pour certaines raisons, pour la planification future et aussi pour la formulation des politiques. On ne peut pas formuler des politiques sans faire les études, sans connaître les implications de ces politiques-là sur d'autres aspects de la vie de l'entreprise ou même de la vie d'un pays. On doit faire des études là-dessus. Et aussi pour la gestion stratégique. Pour gérer d'une manière stratégique une entreprise, un pays ou même un ministère, il faut faire beaucoup d'analyses et faire beaucoup d'études. Et quand on reçoit les résultats des études ou les découvertes, on peut alors prendre des décisions qui sont réfléchies. Quand on prend des décisions sans avoir fait des études, il y a beaucoup d'erreurs qu'on commet. Et pour rectifier ces erreurs-là, ça peut demander beaucoup de ressources financières ou même en termes euh, de ceux qui vont travailler pour pouvoir résoudre le problème qui a été causé.
Les choix de l'analyse dépendent de la nature de votre entreprise, de votre projet aussi. C'est ça. Si je veux faire une analyse pour l'armée, et je ne choisirai pas euh, l'analyse peste, je m'arrête là. Il y a d'autres analyses qui peuvent être effectuées et peut-être pour connaître la force même de l'armée, et ses capacités militaires, ainsi de suite, et beaucoup d'autres choses aussi qui ne concernent pas une entreprise commerciale. Donc, le choix d'une analyse ou d'un outil à utiliser pour faire l'analyse dépend de votre projet ou de votre nature de votre entreprise. Alors, la première analyse dans le macro-environnement, c'est PEST. Et c'est comme je l'ai dit, et ce nom ici, ce terme ici, c'est un acronyme. P, c'est pour les facteurs politiques qu'on va essayer d'analyser. Les facteurs économiques aussi, les facteurs sociologiques et les facteurs technologiques. L'analyse PEST étudie quatre dimensions. Il y a l'évaluation des facteurs externes qui influencent le fonctionnement de l'entreprise. Les facteurs pris en compte dans PEST sont les facteurs politiques, j'en ai parlé, les facteurs économiques, les facteurs sociaux et les facteurs technologiques. Vous voyez que la première lettre de chaque terme ici forme PEST, qui est un acronyme. PEST est une analyse prise, excusez-moi, une analyse précise qui aide à comprendre l'impact de chacun de ces facteurs sur les affaires et aussi sur l'environnement des affaires. Donc, on doit chercher à comprendre l'impact des facteurs politiques sur les affaires, l'impact des facteurs sociaux, économiques, technologiques sur l'environnement des affaires. Prenons l'exemple des facteurs politiques, les systèmes de gouvernement. Est-ce que c'est une démocratie à l'occidental? Est-ce que c'est une monarchie? Si oui, est-ce qu'elle est absolue ou constitutionnelle? Est-ce que c'est une dictature? Répondre à toutes ces questions est vraiment capital parce que il y a les risques que vous êtes en train d'analyser. Dans une dictature, le dictateur peut décider de vous confisquer votre business et il n'a de comptes à rendre à personne. Dans une monarchie absolue, c'est pareil aussi. Mais dans une monarchie qui est constitutionnelle, le roi règne, mais il ne gouverne pas. Donc, il y a une démocratie là-bas. Dans une démocratie à l'occidental, où la loi est au-dessus de tout le monde, vos affaires sont sécurisées. Il y a eu une fois en RDC, ça s'appelait encore le Zaïre, où à un moment donné, le gouvernement avait décidé de confisquer les biens de tous les expatriés. On a donné ces business-là aux Zaïrois, aux Congolais, aux nationaux. Et vous voyez pourquoi, par moment, la diplomatie qui est menée pour le moment pour ramener les affaires et les business, les investissements au Congo, et ça peut être, bon, on peut penser que ça ne réussit pas, mais les gens n'oublient toujours pas. Les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires sont des agents économiques. Ils ou elles sont rationnels. On n'oublie pas ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que réellement, si nous amenons nos investissements, nos capitaux au Congo, est-ce qu'on ne va pas nous les confisquer comme ça a été le cas dans les années 70? Donc, les gens peuvent toujours se poser telle question. Donc, dans une démocratie, un système démocratique à l'européenne ou à l'occidentale, il n'y a personne, aucun président ne peut venir pour dire que je vous confisque vos biens. Vous avez le droit de l'amener en justice et on peut dire que, premièrement, vous, Monsieur le Président, vous avez perdu la tête
Est-ce que ça vaut la peine que vous soyez toujours à la tête du pays? Ça, c'est un. Deux, on va vous retourner vos affaires. Il n'en a pas le droit. Voilà. Les facteurs politiques, les systèmes de gouvernement. PEST étudie les opportunités et les menaces de l'analyse SWOT, mais d'une manière beaucoup plus détaillée. Vous voyez, il y a 4 cadrans. Les 2 cadrans d'en bas, on a dit que c'était les éléments de l'environnement externe à l'entreprise. Alors, les outils utilisés dans le macro-environnement nous aident à étudier ces 2 cadrans-là, les opportunités et les menaces. Voilà. Les 2 cadrans d'en bas ici sont étudiés en détail avec les 3, en utilisant les 3 outils que nous avons choisis dans le cadre de ces cours pour étudier l'environnement macro, euh, l'environnement macro de l'entreprise, excusez-moi. PEST est un outil d'analyse de l'environnement souvent évoqué avec SWOT. Je viens de le démontrer dans l'autre slide. PEST sert à analyser les 4 facteurs fondamentaux pouvant avoir un impact sur l'entreprise. Ces facteurs-là, on en a parlé, sont les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques. SWOT se focalise sur les facteurs propres à l'entreprise sur le plan interne, faiblesses, et externe, opportunités et menaces. Mais PEST étudie ce qui est dans l'environnement dans lequel la firme, l'entreprise opère. Les facteurs politiques. J'ai parlé d'abord, il y a quelques minutes, du système du gouvernement. Ce sont des facteurs à considérer. Il faut aussi considérer les réglementations gouvernementales. Est-ce que ça permet de faire les affaires? Et aussi certaines questions juridiques. Et puis, on peut aussi regarder l'ensemble des décisions prises par le gouvernement et celles qui sont prises aussi par les institutions du gouvernement. On étudiera les impacts liés aux décisions du gouvernement et de ces institutions sur les affaires, sur le business. Voici quelques facteurs à prendre en compte quand on fait l'analyse des facteurs des pestes, du macro-environnement. On doit chercher à connaître la politique fiscale du pays. On paye combien? Quel est le pourcentage des impôts sur les revenus? Y a-t-il des exemptions? Si oui, quelles sont les conditions? Il faut aussi considérer les lois du travail. Il y a des pays où on, on- on tient compte de la santé du travailleur, on tient compte de la pension, de la sécurité sociale, et ainsi de suite. Et on doit se rassurer qu'on est conforme à ces lois-là. Il y a aussi des réglementations environnementales. Il y a certaines activités qui polluent l'environnement. On a parlé des interdépendances entre l'entreprise et l'environnement. Il y a des effets qui sont positifs, tels que la création d'emplois, la construction des routes, la construction des hôpitaux. C'est qu'ont fait les entreprises qui sont venues à la naissance de l'État indépendant du Congo. Il y en a qui ont construit des habitations, l'hôpital de Kitambo et certains camps
et qu'on a connu, qu'on connaît encore à Kinshasa, Kankaoka, qui a été construite par Onatra, ainsi de suite. Donc, voici certains effets ou l'impact de l'existence d'une entreprise euh, dans, dans une région, dans un pays. Ça, ce sont des effets qui sont positifs, des impacts positifs. On construit les écoles puisqu'on veut que ceux qui travaillent puissent apprendre à lire et à écrire. Un employé qui sait lire saura lire les instructions et pourra travailler d'une manière un peu plus indépendante, ainsi de suite. Et ils ont aussi construit des hôpitaux parce qu'on avait besoin euh, des employés qui étaient en bonne santé. Un employé qui est en bonne santé sera plus performant que celui qui n'est pas en bonne santé. Et un employé dont la femme ou les enfants ne sont pas en bonne santé ne saura pas rendre le meilleur de lui-même. Donc, il faut se rassurer que leurs familles aussi sont en bonne santé. Donc, ils ont construit aussi des hôpitaux, des centres de santé. Ils ont aussi construit, créé des routes, construit des routes pour pouvoir évacuer la production de là où elle est produite, excusez la tautologie, vers les ports ou vers les centres où ça pourra être expédié en Europe. Voilà. Il y a des restrictions commerciales telles que les tarifs aussi. Il faut savoir, est-ce que on peut avoir certaines exemptions sur les produits qu'on va importer ou les produits que nous allons exporter vers d'autres cieux. Il faut connaître tout cela aussi. Toutes choses restant égales. Donc, s'il y a deux pays, et si un des pays vous fait certaines faveurs au niveau des tarifs, vous allez partir et opter pour ce pays-là, toutes choses restant égales par ailleurs. Il y a la stabilité politique aussi, très important. La stabilité politique. Si le pays n'est pas politiquement stable, donc il n'y a pas moyen de faire des affaires. Il faut essayer euh, d'analyser euh, la stabilité politique. Est-ce que c'est quelque chose qui est d'une courte durée? Si, par exemple, le pays est politiquement instable, est-ce qu'il y a eu des élections et les gens sont en train de les revendiquer? Et si les revendications trouvent une certaine réponse, le pays va se calmer. Alors, il faut regarder comment le pays se comporte ou s'est comporté pendant un certain temps. Vous savez, la meilleure façon de prédire le comportement de quelqu'un, ou ses agissements, c'est de voir comment il s'est comporté dans le passé. Donc, il faut regarder, étudier et euh, la stabilité, non pas seulement dans les cadres présents, mais il faut aussi aller et voir ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que le pays a toujours été stable politiquement? Il y a des pays qui n'ont jamais été stables politiquement. Il y a d'autres qui l'ont été. Un pays africain tel que le Sénégal a été stable politiquement depuis qu'il a eu son indépendance. Il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a des élections. Celui qui a perdu laisse à celui qui a gagné, ainsi de suite. Donc, il y a des pays comme ça, on peut dire qu'on n'a pas un problème d'instabilité politique. Mais il y a d'autres pays africains où, quand il y a élection, il y en a qui meurent. Les gens doivent se battre, le sang doit couler, ainsi de suite, et les activités économiques en souffrent. Donc, il faut essayer de voir cela. Un pays qui n'est pas politiquement stable, c'est pas encourageant d'y aller. L'instabilité politique. Certains pays sont politiquement instables, je vais en parler. Non seulement ils connaissent une grande fréquence des changements de régime, mais ces régimes ou ces changements sont surtout imprévisibles. Dans un pays où il y a un coup d'État, rassurez-vous, beaucoup de politiques qui ont été implémentées par celui qui a été chassé du pouvoir, on met ça dans la poubelle. Quand cela arrive, il y a risque sérieux qu'on peut anticiper. Deux types de risques sont les suivants.
on peut nationaliser les affaires expatriées, même les affaires des nationaux, des citoyens. C'est un risque. Le deuxième, la suspension des opérations. Regardez les pays africains, là où il y a des coups d'État. Vous êtes étudiant, vous devez suivre les informations, vous comprenez ce qui se passe. Il y a certains pays qui ne sont plus tolérés. On dit que vous devez quitter. Vous êtes citoyen de tel pays, on n'a plus besoin de vous. On revoit les accords qui ont été signés avec le régime passé, ainsi de suite. Ce sont des risques qu'il faudra vraiment tenir compte quand on est en train, quand on veut faire une analyse stratégique. Est-ce qu'on peut, dans un pays comme celui-là, quelle est la probabilité d'avoir un autre coup d'État? Est-ce que combien de coups d'État le pays a déjà connu depuis son indépendance? Il y a des pays qui n'ont pas connu de coup d'État. Donc, j'ai parlé du Sénégal. C'est un pays qui est politiquement stable, même si par moment, il y a le président actuel qui veut avoir un troisième mandat. Mais vous voyez, les gens ont protesté et les opposants se sont exprimés d'une manière assez, avec beaucoup de politesse et avec un discours qui fait voir qu'ils ce sont des hommes d'État. Et vous allez voir que le monsieur n'aura pas un troisième mandat. Peut-être qu'il était en train d'essayer de voir s'il pourrait l'avoir, mais et l'armée est restée dans la caserne et quand elle sort, c'est pour pouvoir mettre de l'ordre. Je ne pense pas qu'un jour au Sénégal, l'armée sortira pour dire nous avons pris le pouvoir parce qu'il y a le désordre dans la classe politique. Non, c'est un pays qui est politiquement stable. J'aimerais que toute l'Afrique devienne politiquement stable comme le Sénégal. Eux, ce sont les facteurs économiques. Donc, on en a parlé de paix, d'empeste, facteurs politiques. Maintenant, nous parlons de eux, des facteurs économiques. Il s'agit ici de l'ensemble des facteurs qui impactent le pouvoir d'achat et le comportement des consommateurs. Les pouvoirs d'achat des clients qu'on a pour le moment, même des clients potentiels. Faudra aussi regarder ou examiner les coûts du capital de la société. Voici certains de ces facteurs économiques qu'il faudra étudier, analyser. Il y a la croissance économique ou la santé économique exprimée en termes de PIB. Il y a les taux d'intérêt, qui est un indicateur aussi important qu'il faudra analyser. Il y a les taux de change. Il y a le taux d'inflation. Il y a aussi un autre taux que je n'ai pas mis ici, c'est le taux de chômage qu'il faudra analyser, étudier. Et cela doit être fait sur une certaine période raisonnable. Vous n'allez pas prendre 2 ans ou 3 ans et vous dites que voilà, c'était euh, tel chiffre, tel pourcentage l'année passée. Maintenant, c'est tel pourcentage, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 1% et tout va bien. Non, il faudra peut-être prendre les données sur une période de 15 ans, 20 ans pour voir comment ça évolue. Et c'est comme je vous dis, pour connaître ce qui va arriver demain, il faut voir ce qui est arrivé, ce qui s'est passé hier. C'est pourquoi il faut une période assez raisonnable de ces indicateurs pour pouvoir avoir l'idée de la santé économique du pays, ainsi de suite. Les facteurs économiques, il faut regarder les systèmes économiques. Il y a l'économie du marché, il y a l'économie socialiste, il y a l'économie capitaliste ou communiste, je veux dire, et il y a l'économie mixte. Donc, dans une économie communiste, je pense que la plupart des unités de production appartiennent à l'État et les individus n'ont pas beaucoup de chance pour y réussir dans cette économie-là. L'économie socialiste, bon, ça dépend. La Chine, par exemple, a une partie d'une économie qui est
de libre marché dans certains coins. On peut parler d'une économie mixte en ce temps-là. Mais si vous êtes dans la partie où il n'y a que l'État qui gère les unités de production et ainsi de suite, vous n'aurez pas beaucoup de chances pour pouvoir réussir. Je pense que la meilleure économie, c'est l'économie du marché, car ici, les entreprises jouissent de la protection de la propriété et des droits contractuels privés. Donc, quelqu'un ne peut pas venir et puis s'aventurer à pirater vos affaires. On peut le faire, mais il y a la justice qui peut vous donner raison et punir celui qui a fait ça. Donc, mieux vaut opérer dans une économie du marché que d'aller dans une économie communiste ou socialiste. Facteur économique, il faut aussi analyser la monnaie et la politique monétaire du pays en question. Est-ce que la monnaie est dans une zone monétaire, comme le franc CFA, et ainsi de suite, ou c'est une monnaie qui est là, assez libre, comme le franc congolais, et il faut analyser tout ça. Être dans une zone monétaire, c'est une bonne chose, même si les autorités monétaires n'ont pas beaucoup de poids, beaucoup d'autorité, ils n'ont pas beaucoup à faire parce que la politique monétaire est menée ailleurs, mais c'est une assurance pour ceux qui ne voudront pas avoir les soucis concernant les taux de change. Oui, il faut analyser tout ça. Concernant la politique monétaire, et comme je l'ai dit, il faut voir comment le pays s'est comporté en termes de formulation de politique monétaire dans le passé. Et c'est quand vous allez analyser cela que vous allez comprendre ce que le pays pourra faire dans le futur. Il faut aussi analyser la fiscalité, la politique fiscale. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des exemptions pour une raison ou une autre? Où il y a de certains pays pour pouvoir attirer les capitaux et les investissements. On peut dire que vous venez investir chez nous et les 5 premières années, vous n'allez pas payer les impôts sur les revenus, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est pour inciter ces capitaux étrangers à venir investir dans le pays. Mais d'autres personnes pourront voir qu'il y a un manque à gagner et pendant 5 ans, on ne saura pas avoir les fonds. Mais si ces capitaux-là ne viennent pas, on n'aura pas ces fonds-là non plus. Mais les inciter à venir, c'est une bonne chose. Mais souvent, le pays qui donne de telles exemptions a aussi certaines conditions. On peut demander à l'investisseur de créer un nombre par exemple, 100 emplois la première année, la deuxième année, 50 emplois, la troisième année, 80 emplois, ainsi de suite. Et là, vous voyez qu'il y a la création d'emplois, ce qui pourra résoudre les problèmes des pouvoirs d'achat, les problèmes des revenus, ainsi de suite, et les problèmes de chômage aussi. Donc, si on ne peut pas gagner l'argent, euh, on se dit que pendant 5 ans, on ne va pas toucher les taxes des revenus liés à l'exploitation de ceux qui sont venus investir. Et on va toucher et on va encaisser les impôts sur les revenus de ceux qui auront été employés. Donc, on gagne parce qu'il y a un problème de chômage qui est résolu dans une certaine mesure. Et chaque année, il y aura moins des chômeurs et aussi, ces gens-là, quand ils sont payés, ils vont payer les impôts. Et ils vont aller acheter de la marchandise dans le magasin, dans des marchés, ainsi de suite, dont l'économie tourne. Il y a aussi la douane, les tarifs douaniers. Il y a aussi des zones franches. Est-ce que le pays a certaines zones franches ou une zone franche? Si oui, est-elle permanente ou elle est temporaire? Si oui, c'est pour quel produit? Quelle marchandise? C'est ça. Il faut analyser tout cela. Avec les tarifs douaniers, on peut
essayer de décourager l'importation de certains biens pour pouvoir favoriser une industrie naissante qui est nationale, ainsi de suite, quoi. Il faut analyser tout cela. Les facteurs sociologiques ou sociaux. Ici, les facteurs sociaux comprennent quoi? C'est l'ensemble des caractéristiques sociales qui influencent le pouvoir d'achat de la population. Il faut aussi essayer d'analyser les aspects culturels de la population et aussi les aspects démographiques de la population. Nous avons dit quand on a commencé que l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui, dans lequel les entreprises opèrent, est caractérisé par trois choses. La mondialisation, la croissance démographique et aussi la révolution digitale. Donc, les aspects démographiques, nous devons analyser cela. Et dans la démographie, il y a les aspects culturels qu'on devra aussi analyser parce que le comportement du consommateur est aussi dicté par sa culture, ses croyances. On va analyser tout cela. Les facteurs sociaux ou sociologiques, ce sont les facteurs qui ont une incidence sur les besoins de la clientèle et la taille du marché. Ils sont le suivant. La santé des employés, des travailleurs, la santé aussi de la communauté qui vit autour de l'entreprise. Donc ici, on fait allusion à l'impact négatif des activités d'un projet ou d'une entreprise. On doit veiller à cela. Les taux de croissance démographique. Est-ce que la population augmente ou diminue? Si elle augmente, c'est une bonne chose pour les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires. Il y a des besoins supplémentaires ou additionnels qu'il faudra satisfaire. Donc, on fait beaucoup plus d'argent. Si la population diminue, alors notre marché diminue aussi. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut analyser cela. La distribution démographique, c'est un élément qu'il faudra vraiment analyser, qu'on soit leader dans les secteurs publics ou qu'on soit manager dans le secteur privé. Cette information est très importante. Il faut chercher à connaître la distribution de la population par âge. Quel est le taux de ceux qui ont moins de 6 ans? Supposons que nous prenons l'exemple de la ville de Kinshasa. Les gouverneurs et son équipe dirigeante devront connaître le pourcentage de la population qui a moins de 6 ans. C'est très important parce que la formulation des politiques dépend de cette donnée-là, de cette information-là. On doit chercher à savoir si réellement il y a des crèches pour pouvoir accueillir ces jeunes citoyens. Y a-t-il des écoles maternelles qui pourront accueillir ces jeunes citoyens pour permettre à leur maman d'aller au travail et continuer à opérer comme elles opéraient avant, pour permettre aussi aux jeunes filles, mères, qui se sont fait engrosser, mais qui étaient encore à l'école, de continuer leurs études? Y a-t-il des crèches qui peuvent accueillir cette population de ces jeunes citoyens? Combien, quel est le taux de ceux qui ont moins de 13 ans? Information assez importante aussi pour la formulation des politiques. Est-ce qu'il y a autant d'écoles qui peuvent accueillir cette tranche de citoyens? Si on n'a pas suffisamment d'écoles, il faut en créer d'autres ou en construire d'autres.
avec l'aide du secteur privé ou trouver seulement le moyen et le gouvernement peut construire de nouvelles écoles pour pouvoir permettre à ces jeunes citoyens d'acquérir des connaissances qui vont faire d'eux des citoyens compétents dans la société. Il faut connaître aussi combien ont l'âge de travail, c'est-à-dire entre 18 ans et 50 ans. Très important parce que c'est cette tranche d'âge-là qui travaille, qui va financer l'économie, qui va financer la caisse de sécurité sociale pour ceux qui sont déjà à la retraite. Il faut voir combien sont à la retraite. Entre 65 ans et 100 ans, il y en a combien? Est-ce qu'il y a des hommes, des vieillards pour les accueillir? Ou nous allons toujours penser que les enfants mariés vont garder leurs parents à la maison, avec tous les désordres que cela crée. Et ça crée beaucoup, ça engendre beaucoup de divorces, parce que la femme dit que vos parents me mettent mal à l'aise. Ou encore l'homme dit que, écoutez, madame, je vous aime bien, mais vos parents, moi, je ne peux pas prendre soin d'eux. Et en fin de compte, le couple se sépare. Mais l'État peut aider en créant des hommes de vieillards pour pouvoir accueillir ces gens-là qui sont à la retraite, qui n'ont pas de place pour rester ou dormir. On peut créer des hommes de vieillards comme cela. Et si les hommes de vieillards sont créés, il faudra leur former les infirmières, aides infirmières qui vont prendre soin d'eux dans ces hommes de vieillards. Donc, comme vous le voyez, on ne peut pas formuler des politiques sociales, même économiques, sans pouvoir faire des études ou des analyses stratégiques. Donc, ceux qui sont là, qui dirigent les entreprises ou qui dirigent les institutions de l'État ou même des provinces, des villes, mais qui ne font pas recours à de telles analyses, par moment, ils peuvent être de bonne foi, mais ils formulent des politiques, ils les implémentent et ces politiques-là ne réussissent pas. Vous serez là comme expert pour aider ceux qui sont soit qui sont au pouvoir, soit dans le privé ou dans le secteur public, pour pouvoir les aider à prendre des décisions qui sont rationnelles et réfléchies. Attitude de carrière. On peut étudier cela aussi. Il y en a qui peuvent dire, je ne peux pas travailler dans le secteur public, dans l'administration publique, je suis mal payé. J'aimerais rester dans l'informel où j'y gagne beaucoup d'argent. Mais certaines conséquences sont quoi? On n'est pas discipliné, on ne met pas l'argent de côté pour les vieux jours, on ne met pas l'argent de côté, de sorte que si on est malade, on puisse trouver les moyens pour pouvoir se soigner. Et en fin de compte, on demande à la communauté, à la commune, de faire des contributions pour pouvoir amener telle ou telle personne à l'hôpital, et ainsi de suite. Et après, on finira par dire que le gouvernement ne sait pas aider ses citoyens. Il aide seulement les artistes quand ils meurent, mais pour les autres, le gouvernement ne fait rien. Donc, il y a moyen de pouvoir éduquer la population. Et si on connaît les attitudes de carrière de la population, les aider peut-être s'ils veulent rester dans le secteur informel, mais pouvoir mettre l'argent de côté pour les vieux jours ou les jours de pluie. La sécurité, très important aussi. Il s'agit ici, il peut s'agir de la sécurité sociale, il peut s'agir de la sécurité physique. La population veut être sécurisée. Est-ce que l'employeur sécurise ses employés? Quelqu'un peut-il venir de l'extérieur, entrer dans un bureau et faire du mal à quelqu'un et ressortir? L'État aussi doit sécuriser aussi la population. Quand quelqu'un quitte chez lui pour se rendre au travail ou se rendre au champ, il doit se rassurer qu'il va retourner à la maison, retrouver sa femme et ses enfants et dormir. Il ne faut pas que les gens aient peur de sortir pour aller vaguer à leurs occupations
parce qu'ils se disent que je peux être tué par les bandits qui sont là ou par les rebelles qui sont dans la rue, qui sont dans la brousse. On doit être sécurisé. Donc, la sécurité de la population est très importante. Sans sécurité, les gens ne vont pas faire leurs occupations, faire leurs activités normales. Donc, les- la dimension économique en souffre. Il y aura pénurie, je veux dire, des denrées sur le marché. Il y aura les gens qui, peut-être quand il y a encore des denrées, qui ne vont pas trouver les acheteurs parce que les gens ont peur de se rendre au marché pour pouvoir acheter de quoi manger parce qu'ils se disent autant dormir affamé qui est de sortir et de se faire tuer. Donc la sécurité, c'est très important. Cela étant, ce qui se passe à l'est de notre beau pays doit prendre fin pour aider nos frères et sœurs qui sont à l'est de pouvoir euh, aller au travail, aller au champ, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir se sentir en sécurité. L'État doit faire quelque chose et on doit mettre fin à cette guerre-là. La démographie mondiale. La croissance économique, pas économique, la croissance démographique, comme on l'a dit, c'est un des éléments qui caractérise notre ère. Euh, nous évoluons dans un environnement qui, qui connaît une croissance démographique beaucoup plus grande. Et nous sommes où nous étions l'année passée à peu près 9 millions, 9 milliards je veux dire. Nous devons être à 9 milliards, à 10 milliards, 9 milliards aujourd'hui. Pas 9 milliards, je veux dire 8 milliards. Nous étions à 7,9 milliards, c'est-à-dire 8 milliards l'année passée. On doit être pratiquement à 8 milliards. Mais d'après les prévisions, d'ici 2050, nous serons à peu près à 10 milliards sur la Terre. Et ça, c'est très important. Ça dépend de quel côté vous vous retrouvez. Si vous êtes du côté des hommes ou femmes d'affaires, vous êtes content. Le marché devient de plus en plus grand. Mais si vous êtes des côtés des gouvernants, cela reste un défi, un grand défi. Il y a trois pays qui vont connaître la plus grande croissance démographique d'ici 2020, 2050, je veux dire. Et ces pays-là sont l'Inde, le Nigeria et notre beau pays, la RDC. L'augmentation de la population est en ce terme. Pour la RDC, il y aura à peu près 132 millions de citoyens additionnels. Donc, si nous sommes déjà 100 millions aujourd'hui, comme on estime, nous serons à 234 millions, peut-être 240 millions d'ici 26 ans. Ce n'est pas loin, 2050, ce n'est pas loin. C'est dans 26 ans. Dans 26 ans. C'est-à-dire, si vous avez 22 ans ou 20 ans aujourd'hui, il faut étudiant, quand vous aurez 46 ans, la population de la RDC sera d'à peu près 240 millions. Alors, cela vient avec certains défis. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Ici, je vous donne euh, les chiffres de 8 pays qui auront la plus forte augmentation démographique d'ici 2050. Alors, les trois premiers, nous sommes là, nous sommes en troisième position. Il y a le Pakistan, il y a l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Égypte et les États-Unis. C'est comme vous voyez, il y a sur 8 pays, il y a 5 pays africains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y aura de nouveaux besoins pour l'Afrique.
Donc, de ces 5 pays, 4 sont des pays de l'Afrique subsaharienne. L'Égypte, c'est un pays qui est tout près de la Méditerranée. Donc, nous, les Africains, nous aurons un problème. Il y aura de nouvelles bouches à nourrir, de nouveaux besoins de la population. Les besoins ne sont pas seulement en termes de nourriture, mais en termes d'habitation aussi. La ville de Kinshasa, on a connu ce qu'on appelle les morcellements, les parcelles comme morcelles. Une seule parcelle, on la divise en 3, on vend. Donc, si aujourd'hui, on ne met pas, on ne formule pas des politiques, on n'a pas de projets ou des plans pour pouvoir construire de nouvelles communes aux alentours de Kinshasa, ou encore construire de nouvelles villes à l'intérieur du pays, alors je pense qu'on finira par morceler même les chambres. Parce que la population aura plus que doublé d'ici, dans 26 ans. Elle aura plus que doublé. Donc, ceux qui dirigent, que ce soit la ville-province ou les provinces, ceux qui dirigent le pays devront comprendre qu'il y a un défi là-bas. Ils doivent faire des études pour trouver les meilleurs moyens de satisfaire ces besoins-là. Pour ceux qui vendent, c'est une bonne chose. Mon marché aura grandi. Mon marché aura grandi. J'ai beaucoup de gens qui vont acheter ce que je veux vendre. Donc, il y a ici une nécessité pour le gouvernement. Je parle des gouvernants des pays africains. Par les autres pays-là, quand vous y allez, vous trouvez qu'il y a un effort qui est fait. Pour les pays africains, il y a de nouvelles villes qui doivent être construites. La ville de Kinshasa avait été construite même pas pour 2 millions d'habitants. Je crois que nous sommes peut-être au-delà de 16 millions ou peut-être 20 millions d'habitants. Donc, on doit construire de nouvelles villes. Si on dit que on peut toujours garder Kinshasa comme la capitale, mais on devra construire d'autres quartiers, d'autres communes, au-delà de Maloko, au-delà de Bukangalonzo, vers Kwamutu, on peut construire d'autres villes qui peuvent accueillir de nouveaux citoyens qui vont naître parce qu'ils vont naître. Ça sera pratiquement plus que la population que nous avons aujourd'hui à Kinshasa, pas à Kinshasa, au Congo. Et comme l'arrière-pays se meurt, beaucoup de gens préfèrent venir à Kinshasa. Donc, on peut se rassurer que Kinshasa devient aussi élastique et comme on ne pourra pas aller au-delà de notre fleuve, beau fleuve Congo, mais il y a une possibilité d'étendre la ville du côté est et du côté sud, pourquoi pas du côté nord, pour pouvoir accueillir la population supplémentaire qu'on va connaître bientôt. Voilà. Nous avons parlé des aspects culturels. L'aspect culturel ou la culture, c'est un sous-ensemble de la population ou de la dimension sociale aussi. Qu'est-ce qu'une culture et comment quel lien elle a avec la société? La culture se réfère à quoi? Au comportement spécifique, aux idées qui émergent de ces comportements, des valeurs et aussi à la perception de la moralité, entre autres, c'est-à-dire etc. Alors la société, elle, se réfère à quoi? Elle se réfère à un groupe de gens ayant ou possédant une culture commune. Donc la culture et la société ont une certaine relation. Donc, une société a une culture et quand on doit analyser la société, on doit aussi analyser sa culture.
La culture comprend des éléments objectifs et subjectifs. Parmi les éléments subjectifs ou tangibles, nous avons les outils, nous avons les routes, c'est-à-dire quand on nous parle d'une autoroute aux États-Unis, c'est différent de la route numéro un au Congo. Et surtout quand on se retrouve à l'intérieur du pays, la route numéro un, je pense, c'est un sentier debout et plein de la boue, ainsi de suite, alors que dans des pays comme le Canada, les États-Unis, quand on parle d'une autoroute, c'est vraiment une autoroute où on peut rouler à 120 km à l'heure. Donc ça, c'est déjà un élément objectif ou tangible d'une culture. Il y a aussi les émissions de télévision. La culture nord-américaine ou américaine envahit le monde entier. Qui ne connaît pas Kim Kardashian? Toutes les filles qui sont dans cette salle de classe virtuelle connaissent Kim Kardashian. C'est à travers les émissions de télévision, et ainsi de suite. Il y a aussi l'architecture. Si on vous ferme les yeux, on vous bande les yeux, on dit que dans 7 heures, vous serez quelque part. Et dans 7 heures, on vous met au milieu de New Delhi. On vous pose la question, où êtes-vous? Vous allez dire, nous sommes en Inde à cause de l'architecture. Même chose, si on vous ferme encore les yeux, 8 heures plus tard ou 10 heures plus tard, on vous retrouvez quelque part là, à Tchéla, dans les Mayombe, on vous demande où est-ce que vous êtes, vous allez dire en Afrique, car il y aura des cases avec les chambres, vous allez trouver des enfants pieds nus, et ainsi de suite, des sentiers qu'on va appeler routes, et vous allez comprendre que vous êtes dans, en Afrique, et principalement l'Afrique noire. Il y a autre objet physique qui représente la culture d'une société quelconque. Quelque chose comme les fours à micro-ondes, que beaucoup de gens ne connaissent pas en Afrique. Oui, sauf ceux qui ont l'argent et qui ont aussi voyagé, qui comprennent le pourquoi ou l'importance d'un four à micro-ondes. Mais sinon, beaucoup de gens ne connaissent pas cela. Vous amenez un four à micro-ondes quelque part là à Ouacha, bon, et on va vous demander c'est quoi ça, mais on met la nourriture dedans et puis la nourriture est cuite, ainsi de suite. Bon, des questions qu'on va vous poser. Vous devrez expliquer ce qui se passe dans ce four-là. Il y a des éléments aussi qui sont subjectifs ou intangibles. Là, on parle des normes, on parle des valeurs, échelle des valeurs, on parle des idées et on parle aussi des coutumes. Quelles sont vos coutumes? Les coutumes de chez nous. On ne permet pas ceci, on ne permet pas cela. Les valeurs de chez nous, on ne permet pas ceci. L'Ouganda, le Parlement de l'Ouganda avait pris des mesures à voter une loi contre l'homosexualité. Vous voyez que quand j'ai écouté le président ougandais, il a dit que ça, c'est contre nos valeurs. C'est contre nos valeurs. Et je pense qu'ils ont dit que si on attrape quelqu'un en train de faire cela, je crois qu'il a la peine de mort. Et c'est contre nos valeurs. Alors qu'à l'Occident, il y a même des lois qui sont formulées, qui sont émises, des politiques formulées dans des entreprises pour pouvoir accommoder ces gens-là. Vous trouvez quelqu'un qui a été un garçon, du jour au lendemain, il commence à porter une jupe et il entre dans les toilettes des filles. On doit l'accommoder pour qu'il puisse y entrer. Et beaucoup de formulaires ici. Là, on demande votre genre, êtes-vous un garçon ou une femme? Donc, mâle ou femelle. Et on a ajouté une autre euh, option pour dire indéterminé. Il y a encore d'autres options. On dit que je ne veux pas me prononcer. Donc, vous voyez là où il y avait un choix binaire, où c'était un homme ou une femme. Dans la culture nord-américaine, il y a d'autres options. Ce n'est plus un choix binaire. Ce n'est pas que soit tu es un homme ou une femme. Ici, je ne sais pas me prononcer. Ou je refuse de me prononcer. Ou je ne suis ni homme ni femme. Ou encore,
je m'étais. Voilà les coutumes, les valeurs, les normes d'une société qui déterminent la société en question. Il y a aussi d'autres symboles qui sont significatifs, ainsi de suite, hein, qui peuvent déterminer une société. Voilà. Alors, il faut aussi comprendre les composantes de la culture. Il y a la culture de surface, il y a aussi la culture qui est profonde. Donc, si vous êtes un étranger, si vous vous limitez à la culture de surface, vous allez manquer beaucoup de choses. Parce que la culture de surface ne représente pas grand-chose. Qu'est-ce que la culture de surface? C'est la mode. La façon dont vous vous habillez, on peut savoir si vous êtes congolais de Kinshasa ou si vous êtes quelqu'un de notre pays. Si vous êtes à Paris ou en Europe, les Congolais de Kinshasa on peut les identifier par leur façon de s'habiller. Il y a le style. C'est aussi une culture de surface. Par votre style, on peut comprendre qui vous êtes, ainsi de suite. Il y a aussi la nourriture que vous mangez. Vous savez, si quelqu'un mange les bitoto, on doit directement se dire qu'il est du Bas-Congo. Parce que la nourriture qui se mange là-bas. Donc, quelqu'un d'une autre province qui mange les bitoto, soit il a été ami aux originaires du Bas-Congo, ou il a épousé quelqu'un du Bas-Congo, ou encore il a été invité par les gens du Bas-Congo et il a aimé les bitoto. Maintenant, par moment, il demande qu'on puisse lui faire ça. Mais la nourriture peut aussi déterminer qui vous êtes. Dans des grands pays comme les États-Unis et le Canada, il y a le repas qu'on appelle Chinese, c'est-à-dire les repas chinois. Donc, les gens en mangent. La pizza, qu'on appelle en français pizza, c'est un repas italien qui a été introduit et amené aux États-Unis par les Italiens. Et c'est un repas pas des Italiens de haute classe, mais les ouvriers. Parce que dans la pizza, il y a pratiquement chaque chose là-bas. Il y a la farine qui représente le pain. Il y a les saucisses ou les salamés qui représentent la viande. Il y a aussi la sauce qu'on met là-bas qui représente la sauce. Donc, c'est les repas que les ouvriers italiens amenaient au champ, amenaient là où ils allaient travailler, ainsi de suite. Alors, quand ils sont venus en Amérique, alors ils ont amené aussi leur nourriture, qui aujourd'hui, même les Américains de souche, les Canadiens de souche, mangent ça. Il y a des manifestations, on dit que nous allons commander la pizza. Ou encore, nous allons commander la Chinese. Aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle les sushis, qui est un repas pratiquement japonais, qui est aussi commandé dans des bureaux quand il y a certaines manifestations, on commande des sushis. Alors, je ne sais pas quand on va commander les foufous dans des bureaux en Amérique du Nord ou en Europe. On dit qu'on va commander soit les fumbois, et ainsi de suite. On ne fait pas la promotion de notre nourriture, nous les Africains. Alors, la culture profonde, c'est les attitudes de quelqu'un, les croyances, les valeurs, échelle des valeurs. Et pour ceux qui sont étrangers à une culture donnée, c'est-à-dire, si j'arrive en Corée ou l'île Molokai, je ne connais rien de l'île Molokai dans le Pacifique ou dans l'océan Indien. Si j'arrive, si je me limite seulement à la culture de surface, leur mode, leur nourriture et leur style, je vais manquer beaucoup de choses. Parce que la culture de surface ne représente pas grand-chose dans la culture d'une société. Je dois essayer de connaître la culture profonde, ce qui est en dessous de la surface, parce que ça représente beaucoup. Vous savez, les Congolais qui ont fait beaucoup d'années en Europe, la plupart, même quand ils retournent au Congo, ils ne savent pas parler français. Ils ne parlent pas français de manière assez châtiée
pour prouver qu'ils ont été dans un pays où on parle français, par exemple la France ou la Belgique ou la Suisse. Vous savez pourquoi? La plupart d'entre eux restent entre eux. C'est-à-dire, je n'ai que des amis congolais que j'ai connus à Matongé et sont ceux-là que je fréquente. Je peux avoir fait 20 ans à Paris, mais je n'ai que des amis congolais. Donc, je ne connais rien de la culture française. Tout ce que je vois, c'est des émissions de télévision et je vois les Français là, de souche, de loin. Je ne connais pas réellement leur culture. Pour connaître leur culture, je dois avoir des amis français. On se fréquente. Ils viennent chez moi, nous restons, nous partageons la nourriture. J'arrive chez eux, on passe la nourriture, on prend des vacances ensemble, ainsi de suite. Là, je vais connaître la culture profonde des Français. Donc, beaucoup de nos collègues, de nos compatriotes qui sont à l'étranger, ils restent entre eux, ils forment les musiquis, ainsi de suite. Quand il y a fête, c'est entre eux. Vous n'allez jamais voir ou vous verrez rarement un Congolais qui a les amis d'une autre communauté. Et là, ça, ce n'est pas une bonne chose parce que nous n'allons jamais comprendre la culture profonde de ces gens-là. Et connaître ça, c'est bien parce que la culture de surface, si nous revenons à cette image des icebergs culturels, vous voyez ça, c'est la mer, la neige est tombée, il y a une bonne partie de la neige qui est en dessous de la surface de l'eau, une petite partie seulement est au-dessus de la surface de l'eau. Alors, on utilise cette image pour montrer la culture profonde et la culture de surface. Vous voyez que la partie qui est à la surface de l'eau est beaucoup plus petite et la partie qui est en dessous de la surface est beaucoup plus grande. Donc, ce qui est au-dessus ici, c'est la culture de surface qui ne représente que 15% de la culture d'une société. Donc, vous vous limitez à regarder quelqu'un, à lui dire bonjour et c'est fini. Vous n'avez jamais travaillé avec lui, vous n'avez jamais passé de temps avec lui, vous ne l'avez jamais invité chez vous et il ne vous a jamais invité chez lui. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps à vous parler, poser des questions, ainsi de suite. Je peux vous dire que vous ne connaissez que 15% de sa culture. Mais la culture de, en dessous de la surface représente 85%. Alors, j'ai toujours demandé aux gens de s'intégrer, de s'intégrer. Vous allez quelque part, essayez de vous intégrer. Même au Congo, il y a aussi des gens, ils sont entre eux. Ça, c'est quelqu'un de ma tribu. C'est fini. Il n'a que les amis de sa tribu, pas d'une autre tribu. Donc, on connaît mal l'autre tribu. Et par moment, on a des préjugés sur l'autre tribu parce qu'on n'a pas approché cette tribu-là. Les gens appartenant à la tribu en question. L'intégration. On peut s'intégrer à l'étranger avec d'autres cultures, d'autres communautés. On peut s'intégrer à l'intérieur du pays avec d'autres ethnies, d'autres cultures, d'autres tribus, ainsi de suite, pour faire une cohésion. C'est ainsi qu'un pays devient un pays, quand les gens se connaissent et s'apprécient mutuellement. Exemple, cherchez ce qui est en dessous de la surface. Vous savez, les Britanniques, souvent, ils s'alignent pour prendre un bus. Même quand ils veulent avoir un service dans un magasin ou dans un bureau, ils comprennent que celui qui est venu avant, c'est lui qui doit être servi avant. First in, first served. Donc, ils sont ordonnés, très disciplinés. Donc, quand vous les regardez comme ça c'est la culture de surface. Si vous entrez dans leur vie pour connaître réellement qui sont les Britanniques, vous allez comprendre que ce sont les gens ordonnés. Une société ordonnée, une vie ordonnée. Ces gens ici, ils ont un temps pour prendre leur déjeuner.
et un temps pour prendre leur souper. De 6h30 à 8h du soir, ils prennent leur souper. Les gens qui ont une vie ordonnée, ils prennent leur café et leur thé. Que ce soit les thés ou pas, ils prennent ça. Très ordonné. Donc, pour eux, vous allez voir que la culture de surface et la culture en dessous de la surface, qui est celle qui est profonde, vous trouvez que c'est pareil. J'ai fait beaucoup de temps en dehors du pays, 25 ans en dehors du pays, de notre beau pays. Je retourne à Kinshasa. Je me dirigeais vers Kitambo. Un jeune cousin m'avait donné et m'avait aidé avec sa voiture pour mes courses. Nous arrivons en face de la poste. J'observe ou je remarque quelque chose que je n'avais pas laissé à Kinshasa. Je demande à ce jeune cousin pourquoi ces gens sont alignés. Il me dit c'est pour entrer dans les bus Transco. Je dis en bon. Donc, un peuple peut apprendre à n'importe quel âge. Je dis moi, quand j'ai quitté le Zaïre, on s'est bousculé pour entrer dans les bus Sotras. Même une maman, elle est bousculée parce que j'ai besoin d'entrer avant elle. Dieu soit loué. J'étais content. Alors, j'avais compris que le peuple congolais ou la population avait pratiquement changé. Ça, c'était les 15% des Congolais, c'est-à-dire 15% de la culture congolaise, la culture de surface. J'ai décidé ou j'ai conclu que le peuple congolais avait changé. Nous sommes devenus comme les Britanniques. Nous sommes devenus un peuple ordonné avec une vie ordonnée. On allait à Kitambo. Nous avons continué notre course. Nous sommes arrivés au niveau du croisement Batetela, avenue Batetela et le boulevard du 30 juin. Voici la scène. J'ai vite compris que ce que j'avais observé au niveau de la poste n'était que les 15% de la culture. C'est la culture des surfaces. Et que la culture profonde était ce que je venais d'observer ou de voir au niveau